Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Chabanne, fondateur de la marque C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Ce sont les produits que vous voyez certainement en grande surface avec écrit en grand « Ce produit rémunère au juste prix ses éleveurs ». Ça vous annonce la couleur. Nicolas est parti d'un constat simple. Nous avons peu de visibilité sur où va notre argent lorsque nous achetons des produits alimentaires, alors qu'en parallèle, des agriculteurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il a eu alors une idée simple mais non moins brillante. Construire une marque dirigée par des consommateurs où nous déciderions nous-mêmes la composition des produits, le prix et la rémunération de chacune des parties. Nicolas est un grand optimiste, on le sent, et ça fait du bien en cette période que nous traversons. Il est convaincu que le changement est possible, ensemble, et il amène qui veut avec lui sur son bateau. Bonne écoute! Bonjour Nicolas, bienvenue sur La Clé des Champs. Et bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire l'interview, je suis vraiment ravie de vous avoir. Ah, c'est partagé, hein. Vous savez, c'est toujours bien de parler avec des gens en plus qui connaissent l'agriculture. On essaie. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et où c'est qu'on est actuellement ? Alors, je suis Nicolas Chabanne, j'ai 50 ans, même si j'arrive pas à m'en rendre assez compte. Et on est dans un hôtel à Paris parce qu'on est près de la gare de Lyon. Et donc voilà, c'est quelques minutes avant un train. Donc je me suis permis de vous dire, est-ce qu'on pouvait se retrouver pas trop loin de la gare de Lyon. Donc Nicolas, du coup, vous êtes fondateur de C'est qui le patron ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept de cette marque ? Alors, c'est une marque de consommateurs, créée par des consommateurs. On est une coopérative. L'originalité, c'est que on décide tous ensemble. Il y a 10 000 sociétaires. Et l'originalité peut-être de l'histoire, ça a été de créer des produits nous-mêmes à partir d'un cahier des charges où chaque point était décidé. Un exemple concret, est-ce qu'on veut que le producteur, par exemple, soit mieux rémunéré ? Ça nous semblait important. Et quand on répond à cette question, en fonction des options, on voit le prix final qui sera au final sur le produit qui évolue. Pareil pour l'environnement, est-ce qu'on veut des vaches au pâturage ? 1 à 3 mois, c'est 2 centimes de plus. 3 à 6 mois, 4 centimes. Enlever les OGM, 5 centimes. Donc en fait, on s'est fait un peu ouvrir toutes les coulisses de la fabrication d'un produit, comprendre ce qu'on pouvait faire et surtout ce que ça coûtait, pour peut-être ne pas accéder à tout, mais quand c'était possible, mettre les centimes, notamment, qui changeaient la vie des producteurs. En bien, positivement, évidemment, parce que on se rend compte que sur le lait, il manquait 3 fois rien pour que des producteurs retrouvent le sourire. Vous pourriez nous donner quelques chiffres, justement, parce que je crois que c'est un vrai succès, hein. Il y a beaucoup de consommateurs qui vous suivent aujourd'hui. Oui, vous dites les consommateurs, mais nous sommes nous-mêmes consommateurs. C'est ça qui est toujours, je fais toujours ce petit rectificatif, c'est que on est des consommateurs ayant créé des produits tous ensemble, et naturellement, les copains ayant entendu qu'on le faisait se sont intéressés à ces produits, en ont parlé sur Internet, parce que je vous décris ça de façon un peu atypique, mais même nous, on a du mal à l'expliquer. On n'avait pas de stratégie, de plan de marketing, de pub ou de com. On a juste fait un produit pour protéger les producteurs à l'autre bout parce qu'on en avait marre que nos achats, notamment de lait, indirectement se retrouvent à dégrader la vie de quelqu'un à l'autre bout qui pourtant travaillait dur. Donc c'est une idée toute simple, vous voyez, qui tient peut-être un peu du bon sens collectif, qui a été faite sans grande stratégie, il n'y en avait pas, et qui grâce aux réseaux sociaux a pris une ampleur dingue. Vous parliez des chiffres. On rêvait secrètement la première année de vendre 5 millions de litres de lait, je me rappelle, parce que pour aider les premières familles qui étaient en grande difficulté. Et puis on en est aujourd'hui à 220 millions de litres de lait, de produits en général, 180 millions de litres de lait, 220 millions de produits, parce que d'autres produits sont arrivés, du jus de pomme, du miel, du beurre. Voilà, on s'est dit en tant que consommateur, pourquoi on s'arrêterait à un produit ? Il y a d'autres producteurs à aider, et c'est comme ça qu'une famille de produits créé par nous les consommateurs en soutien aux producteurs a vu le jour et aujourd'hui il y en a un peu partout en France.
Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer comme ça pour les éleveurs et à soutenir le niveau de vie des éleveurs finalement ? Moi, à titre personnel, mais je crois qu'on est beaucoup comme ça. Je me suis dit, mais c'était une conversation à un moment donné clé où il y avait une crise du lait phénoménale. Et puis, avec un conseiller d'un ministre de l'époque, je ne sais plus lequel, il me dit, mais puisqu'on faisait et on fait toujours les gueules cassées, les fruits et légumes moches pour les sauver du gaspillage, on s'est dit, mais qu'est-ce qui manque réellement sur un litre de lait à un producteur pour qu'il vive ? Il lui manque combien sur un litre ? Est-ce que c'est 5 euros, 10 euros, quelques centimes ? La réponse est apparue, 8 centimes. 8 centimes par litre. Combien on en boit par an ? Et par habitant, 50 litres. Et là, vous avez cette équation qui est apparue, moi qui m'est apparue dans la conversation. C'est 8 centimes fois 50 litres, ça fait 4 euros par an. 35 centimes par mois. Pour que des producteurs soient sauvés à l'autre bout. Mais ça me paraissait tellement évident que plein de gens le feraient. Et voilà, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est passé de cette conversation à 16 millions de consommateurs, de gens qui ont suivi cette idée simple de mettre quelques centimes en plus pour aider les producteurs. Parce qu'il y a un bonus fabuleux, je le rappelle à chaque fois, c'est que c'est pas juste à sens unique. Vous soutenez un producteur, mais en échange, vous lui donnez les moyens, puisqu'il a plus de moyens financiers, de faire de la qualité, d'enlever les OGM, de faire des efforts sur les fourrages locaux, des choses qui impactent moins l'environnement. Donc tout le monde est gagnant à se parler quand on est consommateur et quand on est producteur. Votre tour de force quand même, c'est d'avoir réussi à embarquer 3 parties sur le sujet, l'éleveur, le consommateur, les grandes surfaces. J'aimerais bien qu'on parle de chacune des parties. Les éleveurs d'abord, comment vous les avez recrutés ? Est-ce que naturellement ils ont suivi le projet ? Est-ce qu'ils ont tout de suite compris leur bénéfice finalement à y participer ? Les producteurs, quand on s'est dit, nous du côté des consommateurs, on serait prêt à mettre ces centimes, alors on n'était que quelques-uns, on était loin des 16 millions d'aujourd'hui, mais on s'est rapproché de Carrefour au début, le distributeur. Parce qu'il y avait là-bas quelqu'un de très humain, avec qui on pouvait discuter très librement, qui est toujours là, qui s'appelle Bertrand Swiderski, et à qui on a dit, mais une marque créée par des consommateurs pour soutenir les producteurs, ça vous paraîtrait quelque chose d'intéressant ? Enfin non, en fait je mens, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte, il faut absolument faire cette marque. Donc voilà comment Carrefour au début s'est intéressé à l'histoire, et puis a mis un coup de booster incroyable. En 3 mois, tous les magasins étaient mobilisés. C'était ça, c'est même pas qu'ils vendaient le lait, c'est qu'ils étaient mobilisés. Donc là, je vous ai parlé des distributeurs, mais évidemment, vous m'avez parlé des producteurs. Et parce que Carrefour a donné un feu vert, en même temps, ils nous ont dit, on a une famille d'éleveurs dans une immense difficulté. Là, on a eu un des éleveurs qui est venu dans un des supermarchés qu'on a à Vonas, près de Lyon, Vona peut-être qu'on dit, et un Carrefour Market, et c'est le début de la tellement belle histoire. C'est 80 familles de lin à bout de course qui vendaient 20 centimes le litre de lait, donc il leur manquait le double, qui perdaient 120 euros par jour, qui étaient en situation d'arrêter 2 mois après, qui en espoir de dernière minute sont allés dans tous les magasins de la région, dont ce Carrefour, en donnant un tract en disant, écoutez, voilà, il nous reste 2 ans au niveau des exploitations, on est 80 exploitations autour de vous. Si vous voulez emmener des enfants à l'école et qui voient encore un peu des vaches, ils ne savaient plus quoi dire, me dit Martial Darbon. Il me dit, on ne savait plus quoi dire aux gens. Et il y a ce directeur, et c'est la belle histoire, qui a récupéré ce tract donné à une dame qui faisait la caisse. Et merci à cette dame, d'ailleurs on la connaît pas, mais si elle avait pas fait ce premier lien, il n'y aurait rien eu. Et à partir de là, c'est remonté. Les producteurs étaient présents, Carrefour avait envie de les aider, localement au départ, et puis très vite, on a ensuite trouvé la laiterie, parce que c'est important de trouver l'industriel dans ce cas-là, qui va être d'accord pour changer les choses, parce que c'était pas simple. Lancer une marque avec des consommateurs, c'est tellement loin de leurs habitudes à tous, quoi. Et il y a eu une magie folle qui s'est emparée de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, la bonne étoile et cette bonne étoile simple, très humaine, n'a jamais quitté le projet. Et ça a marché parce que les consommateurs vous ont suivi forcément, puisque c'est une marque de consommateurs. C'est quoi la motivation de vos sociétaires aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez une envie de soutenir les agriculteurs ? C'est quoi l'objectif pour eux ? Pour les sociétaires, donc là on parle des consommateurs qui sont sociétaires de la coopérative, donc on peut donner, on donne 1 euro, pas plus, pas moins, et on a tous les mêmes droits pour faire avancer collectivement les choses. Je le dis en passant parce que c'est assez facile de rentrer dans cette coopérative. C'est 10 000 personnes qui sont des ambassadeurs incroyables.
comme nous, hein, on n'est pas à côté d'eux, on est au milieu d'eux, nous. Nous tous, là, les 10 000 que nous sommes, on s'est mis à bouger partout, aller voir les distributeurs. Vous me demandez la motivation. Je crois que c'est assez simple, hein, il faut s'interroger soi-même. C'est finalement où va mon argent, quoi. Cet argent qui est pas facile à gagner. Qu'est-ce qu'il devient finalement? Quand j'achète un produit, il résonne comment? Il rebondit comment dans le monde qui entoure la création du produit? Est-ce que finalement déjà le producteur, c'est pas quelqu'un que je veux absolument aider? Il me nourrit. J'ai pas envie moi que mon argent me rende complice du fait qu'à l'autre bout un producteur soit en immense difficulté. Je crois que c'est ça la motivation. C'est quelque chose d'assez simple. Et comme avec notre carte bleue, cet moyen immédiat de changer les choses, on avait un pouvoir d'agir, la motivation elle est venue aussi de la capacité à ressentir les résultats pour la première fois de ce qu'on faisait. Vous vous rendez compte, on créait le produit, le cahier des charges, on écrivait toute l'histoire avec des valeurs qui nous correspondaient. On allait vérifier, ce qu'on fait tous les mois, que les choses étaient bien réelles. Hein, on est allé voir les producteurs, ils sont bien arrivés jusqu'à vous, les centimes, c'est bien le cas chaque mois. Et finalement, quand c'est au rendez-vous, cette transparence et cette réalité, les gens se sont parlé. Et voilà comment, et c'est un des miracles de l'histoire, sans publicité à la télé, vous n'avez pas vu de pub pour C'est qui le patron, sans commerciaux dans les magasins, et c'est encore plus impressionnant, sans personne le matin qui défend la place du produit en rayon. Oui, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais dans les grandes et moyennes surfaces, il y a des commerciaux le matin qui viennent faire les mises en rayon des produits. C'est pas forcément l'hypermarché qui s'en occupe. Vous n'avez pas tout ça. Oui, c'est le miracle, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que normalement, si vous n'avez pas ces deux piliers qui ont fait 40 ans de succès, honnêtement, hein, les grandes marques, elles ont plus de moyens pour faire de la pub. Les produits sont pas meilleurs hein, que la petite PME. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas une règle. Donc plus d'argent pour faire de la pub et plus de commerciaux pour massivement être présents dans les rayons. Aussi de la part du consommateur, il y a peut-être une volonté de mieux manger, de savoir ce qu'il mange. Oui. J'ai eu la chance de goûter... j'ai eu la chance, je ne sais pas, il y avait disponible sur la plateforme e-commerce que j'utilise le chocolat, le beurre et la pizza de C'est qui le patron. Donc j'ai tout commandé. La pizza, hier soir, je l'ai mangée, elle était excellente. Ah, oui, j'ai vu que vous mangez la pizza hier soir. Oui, j'ai fait un petit tweet pour raconter ma vie. Mais oui, il y a quand même une volonté de mieux se nourrir et de savoir ce qu'on mange aussi, non? Oui, parce que quand on m'avait posé la question, c'est toujours un peu embêtant parce que je me suis dit, des raisons d'acheter des produits qui rémunèrent bien le producteur et qui permettent de maîtriser ce qu'on consomme. Il y en a beaucoup, vous avez raison. Hein. Mais après, il y a un fabuleux bonus qui apparaît. C'est deux bonus. La transparence, parce qu'un seul coup, on sait qui fait le produit, comment il est fait, puisque c'est nous qui l'avons demandé d'une certaine manière. Et puis, on découvre aussi que les centimes supplémentaires, les fameux 4 € de plus par an qu'on rajoute dans nos achats, mais qui changent la vie du producteur, ces 4 €, ils changent sa vie, mais ça lui permet aussi d'enlever les OGM, de l'alimentation animale, de mettre du pâturage 4, 5, 6 mois dans l'année, de prendre des fourrages locaux, d'améliorer la qualité du produit. Donc voilà, il y a quelque chose qui va en même temps et de pair avec l'équité, c'est la qualité. Et voilà comment, effectivement, en résumant, on sait ce qu'on mange, on est capable de savoir précisément et de faire évoluer d'ailleurs les coulisses de notre consommation. Et puis on a un énorme bonus, c'est le sourire de celui qui fait le produit pour nous, en sachant qu'il s'endort heureux et qu'il se réveille heureux. Et je vais passer à la minute économie du podcast que je fais à chaque fois. Je relevais un peu les prix. Donc le lait, on le sait, il est à 99 centimes. Quand on peut le trouver autour de 79 centimes le litre sur plutôt les marques repères. Il y en a des plus chers, mais aussi les 6 œufs, vous les vendez 32 centimes pièce quand on peut les trouver à 22 centimes. Il y a quand même un écart de prix. Vous pensez que les consommateurs ils sont prêts à s'engager là-dedans pour toutes les raisons qu'on a évoquées? C'était une des grandes questions. Est-ce que ces centimes supplémentaires ils vont éventuellement trouver un relais auprès de au moins certains consommateurs? Mais regardez l'exemple du lait. Il y a la brique de lait, c'est qui le patron, équitable, qui aide les producteurs à 99 centimes. C'est une des briques de lait les plus vendues de France, juste derrière les premiers prix et la MDD. C'est la référence la plus vendue. C'est des records de vente. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez de 79 centimes,
vous vous retrouvez avec un lait un petit peu différent. Souvent, il faut voir les cahiers des charges, je ne sais pas duquel on parle, mais il n'y a pas d'OGM enlevé de l'alimentation, il n'y a pas forcément du pâturage, il n'y a pas un effort fait sur les fourrages locaux, et surtout, il n'y a pas la rémunération du producteur garantie, vérifiée par les consommateurs, durable. C'est ça le problème. Quand on est consommateur, on peut acheter des produits un peu moins chers, et il faut respecter ceux qui ne peuvent pas faire autrement, et ceux-là, mon Dieu, il faut trouver peut-être d'autres solutions, on y réfléchit d'ailleurs. Mais pour ceux qui peuvent mettre les centimes supplémentaires, c'est dommage de ne pas au moins le proposer. Dans ce cas extrême là du 79 centimes, 99 centimes, si on se met sur une année et que vous reprenez les 50 litres, vous allez arriver à 10 € par an. Ça veut dire 80 centimes par mois. Voilà ce que cet écart sur le papier qui paraît important, 20 centimes, puisqu'on dit toujours 20 centimes plus 5 centimes plus 2 centimes, c'est vrai. Mais quand vous savez qu'en rajoutant 20 centimes, votre argent, encore une fois, qui n'est pas facile à gagner, il illumine en cascade des efforts, moins d'impact environnemental, des fourrages locaux, et c'est important de nos jours, et puis un sourire chez le producteur. Ceux qui le peuvent ont fait le choix de le faire, voilà, parce qu'il y a de très belles choses en cascade derrière le prix. Je notais un fait sur lequel j'avais envie d'avoir votre avis. Je voyais dans la gamme C'est qui le patron, il y a 3 produits bio. Vous le disiez, quand on fait le cahier des charges, je voyais qu'il y avait entre quand même 7 000 et 20 000 personnes, grosso modo, qui à chaque fois répondaient au sondage pour savoir, pour faire le cahier des charges du lait, des œufs, du beurre. Et donc, comme vous le disiez, quand ils ajoutent je veux sans OGM, je veux que ça pâture 6 mois, donc on voit, c'est hyper bien fait d'ailleurs, on voit le prix du lait qui augmente. Et par exemple, on pourrait très bien arriver à 1,10 € s'ils avaient choisi tous les critères les plus qualitatifs. Et du coup, il y a seulement, entre guillemets, 3 produits qui sont bio. C'est-à-dire les consommateurs, quand ils arbitrent comme ça entre le prix et la qualité, finalement, ils se tournent plutôt vers une agriculture raisonnée, locale. Oui, au bout de 21 produits créés, il y a 33 références. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 bio. Et nous, on se contente systématiquement de retenir la réponse la plus donnée. Alors, il faut quand même se rendre compte que le bio est très haut, même si c'est l'agriculture raisonnée qui souvent est la plus choisie. Quand l'écart est très faible, on fait les 2 versions. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas laisser 40% de gens qui veulent du bio contre 48% qui voudraient de l'agriculture raisonnée et 2% qui choisissent autre chose. Donc voilà, on essaie de faire les 2. Mais oui, quand d'un seul coup vous appuyez sur la partie bio, et que vous voyez le prix s'envoler, il y a un arbitrage qui se fait sur certains produits. Et il faut le respecter d'ailleurs, parce que je crois la pertinence de cette histoire, c'est d'être vraiment capable de dire voilà ce qu'on peut faire, mais voilà aussi ce que ça coûte. Ça crée une pédagogie, ça borde un peu l'histoire, et ça rend pas quelque chose dans l'absolu. Est-ce que vous voulez le meilleur produit, le plus équitable? Bien sûr, tout le monde répondrait oui. Il faut qu'il y ait un arbitrage par le prix. Pour terminer sur cette question autour du bio, il y a un arbitrage qui est fait. Chaque questionnaire, vous l'avez dit, un choix représente une augmentation plus ou moins importante au niveau du prix. Comme ça, on sait ce que coûtera un critère et des valeurs qu'on veut mettre dans le produit. Alors, on peut donc, en connaissance de cause, choisir. Connaissance de cause. Mais sur le beurre bio, on s'est dit, bon sang, mais il n'y a pas assez de bio en France. Est-ce qu'on ne rajouterait pas des centimes pour aider le bio de demain ? En achetant une plaquette de beurre, les centimes vont aider les gens en conversion vers le bio. Ces 2 années compliquées où ils n'ont pas la rémunération du bio, malgré toutes les contraintes. Eh bien, figurez-vous, on a mis la question en ligne, parce que nous, on trouvait sympa de le faire. On a mis entre 0 centimes et 20 centimes. Eh bien, les votes ont donné 15 centimes de plus sur le beurre bio. Et là, tout le monde nous a dit à la grande distribution, mais vous êtes fous, vous êtes en train de rajouter des centimes sur un produit, même si c'est pour des bonnes raisons, on essaye toujours de nous faire baisser les prix. Eh bien, 18 mois plus tard, c'était le beurre bio le plus vendu de France. Ça veut dire que ces quelques centimes à rajouter, mais qui préparaient le bio de demain, ont donné une raison supplémentaire à des gens de se tourner vers ce produit parce qu'il avait de la valeur. Donc voilà, il n'y a pas que le fait d'enlever les centimes qui provoque des ventes, il y a aussi le fait de ramener de la valeur et de prouver en plus que c'est absolument vrai et juste.
Et pour passer sur les grandes surfaces, d'abord dans votre relation, vous, à C'est qui le patron, quand vous êtes arrivé, ça a été quoi leur réaction? Carrefour vous a tout de suite suivi, mais ça a été le cas de tous les groupes, parce que finalement, ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils font eux, j'ai l'impression, on en reparlera, mais tirer les prix vers le bas coûte que coûte. Comment ça s'est passé, l'accueil que vous avez eu? Alors l'accueil de la grande distribution, il a été, on mentirait si on disait autre chose que ultra positif, quoi. C'est-à-dire Carrefour a complètement validé en quelques heures, hein, avec un enthousiasme sans réserve. Enfin, c'était un très bel accompagnement. Et puis ensuite, les autres ont regardé ça grandir. Et puis, quand c'est un succès, généralement, tout le monde s'y intéresse. Et c'est vrai que c'était la culture du premier prix, même aujourd'hui, qui était toujours très présente. Mais à la fois, tout le monde savait que il fallait aussi amener de la valeur dans la consommation. Les enjeux de demain passent par une alimentation plus durable, plus équitable. Enfin, c'est au-delà des mots, c'est tellement évident. Il y a tellement d'impact social, environnemental, qu'on ne peut plus être juste dans « faites-moi le produit le moins cher », quelles qu'en soient les conséquences. Et notamment pour les producteurs, évidemment. Donc, tout le monde est étonné, quoi, prêt à faire une place, ne s'attendant absolument pas à un tel succès. Il faut imaginer le premier mois, quand on imagine qu'on rêve secrètement de 5 millions de litres de lait, quand vous en vendez un le premier mois sans rien, enfin sans pub, le bouche à oreille, l'envie des gens autour de l'initiative avait fait son œuvre. La bonne nouvelle, c'est que quand nous, consommateurs, on est sûr qu'un produit aide vraiment un producteur, qu'on peut le contrôler, le vérifier, que tout est transparent, on en fait un succès. C'est ça le message que nous, consommateurs, on va faire passer à tout le monde. Regardez finalement, à tous les fabricants dont le métier et le destin, c'est de vendre un maximum de produits, pensez aussi des fois à y mettre de la valeur. La preuve, ça marche. Et vous, dans l'autre sens, pourquoi vous avez fait le choix de vous adosser aux grandes surfaces? Parce que vous auriez pu pousser le concept peut-être un peu plus à l'extrême en disant je ne passe que par des circuits courts, par exemple. Qu'est-ce qui a été le choix de s'adosser aux grandes surfaces? Alors, il y avait dans ce choix de mettre les produits en grande surface une évidence toute simple. Les 80 familles de producteurs de lait à qui il restait 2 mois avant de se retrouver en situation d'arrêt, quoi. C'est dramatique, hein. Faut imaginer ce que c'est quand vous avez 60 vaches, que vous les connaissez toutes par leur prénom. C'est pas fermer un petit commerce qui est déjà dramatique, c'est humainement terrible, voilà. On ressentait bien tout ça à l'époque. Et bien quand vous avez 2 mois avant que ça s'arrête, et que vous avez, à l'époque c'était 26 millions de litres de lait pour sortir toutes ces familles de la situation dramatique dans laquelle elles étaient, il n'y a que le moyen d'aller vite, et c'est la grande distribution qui vend aujourd'hui encore 80% des produits, même si le local et d'autres réseaux se développent. Et soyons clairs, il n'y avait pas de possibilité de faire la vente directe sur le lait, c'est très très compliqué. Donc il y avait tellement de litres de lait à valoriser que tout le monde a été très content de trouver un partenaire capable de mobiliser 5000 magasins en 2 mois. Nous aussi, on n'est pas toujours très copains avec la grande distribution sur tous les aspects, mais ce qu'ils ont fait à ce moment-là, Carrefour et ensuite les autres enseignes, c'est quelque chose qui a sauvé aussi ces familles. Donc il faut en tenir compte, sans diabolisation ou sans faire un discours trop angélique, mais il faut reconnaître aussi cet aspect-là des choses, ce qui nous permet d'ailleurs, quand ça va pas, de leur dire que ça va pas par ailleurs. Et ma question suivante, elle va être un peu naïve, mais pourquoi, puisqu'ils soutiennent cette démarche, vous allez nous donner un état des lieux, mais ils donnent le sentiment de ne pas forcément l'appliquer, eux, dans leur politique commerciale avec les agriculteurs. Je vais prendre quelques exemples. J'ai rencontré une quinzaine d'agriculteurs maintenant dans le cadre du podcast. Le kiwi Lavelle Rouge, Jean-Marc, qui est producteur, touche 1,30€ le kilo, alors que c'est vendu 6€ en grande surface. La pomme de terre avec Nadège Petit, c'est vendu 1,50€ à 2€ le kilo en grande surface, quand elle touche 25 à 30 centimes. Donc, en fait, le prix que touche l'agriculteur au départ versus ce qui est vendu au consommateur, on se demande ce qui se passe entre les deux, quoi. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est que le patron est un peu un ovni dans le rayon, mais je reviendrai à vos exemples. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de C'est qui le patron, au-delà de cette marque créée par des consommateurs pour faire bouger les lignes, il y a eu 25 démarches qui sont nées dans le rayon du lait.
le prix au litre du lait est remonté mécaniquement parce que on a montré que les gens étaient capables d'acheter et donc ça a fait du bien à énormément de producteurs à l'ensemble du rayon. Donc pour le rayon du lait, il y a eu une incidence. Là, vous parlez de 2 rayons qui, pour l'instant, n'ont pas été vraiment impactés, bien que là, il y a une pomme de terre. On a fait cet exercice humble, parce que nous, on n'est pas des spécialistes. C'est notre bon sens qui nous fait faire des choix en tant que consommateurs. Mais c'est pareil, quoi. Si c'est quelques centimes de plus et que ça change réellement la vie des producteurs et les conditions de création du produit, il faut le faire. Mais il y a cet écart, effectivement, ce que le producteur touche et le produit vendu. La première des choses qu'on a pu faire, nous, c'est essayer de comprendre. Donc il faut aller voir. Il y a 2 choses qui apparaissent. Il y a plus de raisons qu'on imaginait à ce que les grandes surfaces fassent de temps en temps ces culbutes qui semblent absolument terribles. Quand on regarde dans le détail, il faut le faire. Il y a un peu plus d'arguments qu'on imaginait, mais à la fois, c'est vrai qu'il y a des excès qui sont absolument inacceptables, absolument pas susceptibles d'être compris, et il faut lutter à la fois contre les excès et essayer de comprendre aussi pour peut-être améliorer les choses, ce qui fait que c'est comme ça. Vous voyez, l'idée pour nous, c'est d'essayer avec le poids qu'on a maintenant, les 16 millions de consommateurs que nous sommes, de devenir des interlocuteurs en essayant de construire les choses au maximum avec la grande distribution. Parce que se braquer et dire qu'elle est simplement dramatique pour le producteur, généralement, ça ne les met pas dans une des meilleures situations pour trouver des solutions. Maintenant, il ne faut pas non plus accepter des excès inacceptables que la grande distribution peut avoir déjà. Des fois, elle le reconnaît. Elle dit des fois, on n'est pas bon du tout. On est dans un système qui ne fonctionne pas. Enfin, moi, j'entends ça tous les jours, et venant de gens de la grande distribution. On connaît la marge moyenne d'une grande distribution sur des produits, ce qu'elle touche. J'ai pas réussi à trouver les chiffres sur Internet. Il y a l'Observatoire des marges qui nous permet aussi de nous renseigner. Mais sur le lait, alors même si encore une fois, nous on ne connaît pas les marges des uns et des autres, parce que la loi l'interdit formellement, on ne peut pas se retrouver dans un arbitrage à ce niveau-là. On sait que sur le lait, ça peut aller de 15% à 30%, on va dire. Donc, c'est pas non plus les mêmes écarts dont on a parlé. Quand vous parlez là du kiwi ou de la pomme de terre, on est sur un fois 8, je sais pas combien. Il y a le transformateur entre les deux, voilà. C'est sûr qu'on est... Voilà, après, voilà, il faut tout regarder. Et je crois que le salaire moyen d'un agriculteur, aujourd'hui, c'est 600 € par mois environ. Comment on explique, comment on en est arrivé là en fait, j'ai quand même le sentiment que la grande surface a une force de frappe et une puissance de négociation qui est complètement disproportionnée par rapport aux agriculteurs. Je voyais un agriculteur, ça représente 1% de l'approvisionnement pour une grande surface, alors que lui, ça représente 40% des débouchés pour lui peut-être. Comment on en est arrivé là ? C'est une grande question. Alors après, pour l'exemple du lait, il y a eu après les quotas, il y a eu tout un contexte de crise, mais je vais tenter de répondre, mais c'est tellement plus compliqué que ce que je vais dire. En réalité, ce qui a fait qu'on en est arrivé là, il y a beaucoup de raisons, mais il y en a une qui peut être changée et un problème qui peut être résolu. C'est le fait que nous, consommateurs, on puisse comprendre ce qui se passe au niveau de cette chaîne de valeur. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, la grande distribution avait un seul message en tête: il faut qu'on amène en rayon le produit le moins cher et le plus qualitatif en rapport qualité-prix. Bon. Donc quand vous vous mettez dans cette logique-là, parce que c'est la seule façon de faire en sorte que le client vienne chez vous plutôt que chez le petit copain dans l'enseigne d'à côté, vous dites quoi aux fournisseurs, aux coopératives? Il me faut mon produit moins cher pour être moins cher que mon copain d'à côté. Et là, comme tout le monde défend ses marges, le distributeur, l'industriel, la surface molle, la plus fragile et la moins à même de se défendre, c'est le producteur. Et là, on écrase petit à petit ce prix de quelqu'un qui se plaint pas, beaucoup plus aujourd'hui, mais pendant des années, il y avait cette fatalité de gens qui bossaient 7 jours sur 7. Il faut imaginer ce que c'est à Noël. Après avoir fait le repas, il y a la traite qui démarre à 5 heures. Et ça, c'est ça tous les jours de l'année. On ne peut pas à un moment donné laisser notre argent alimenter un système comme ça. Et là, l'espoir arrive, puisque nous, consommateurs, on est les patrons. On décide. Si on se met tous
à envoyer un message qu'on a pu le faire là, sur le lait et demain sur d'autres produits. On ne laissera plus cette injustice se faire avec notre argent, avec notre validation finalement. Donc la raison c'est ça, c'est une raison un peu mécanique. C'est toujours le plus petit, celui qui peut moins se défendre, qui fait l'effort obligatoire que les autres ne font pas forcément. Mais là, la destruction de valeur a été telle que finalement, le réveil est venu de là. Il y avait ce premier prix qui a tellement fait de mal aux producteurs, et encore aujourd'hui, hein. Mais ensuite il a fait mal aux PME, aux coopératives, aux plus gros industriels et même à la grande surface. Parce que quand vous enlevez de la valeur, vous détruisez de la valeur, elle n'est plus là pour personne. Donc c'est un réveil un peu collectif en disant, attendez, qu'est-ce que coûte l'alimentation ? Ça coûte quoi de produire quelque chose ? Bon sang, mais le travail de quelqu'un qui nous nourrit, ça a une valeur tellement grande. Qui travaille en France en ne sachant pas ce qu'il va gagner déjà, ou en gagnant si peu, ou peut-être en perdant de l'argent, comme c'était le cas pour les producteurs de lait initiaux de C'est qui le patron ? Personne. Pourquoi on fait vivre ça à des gens qui nous nourrissent, quoi. Faut voir un peu la symbolique que ça peut avoir. Et il y a un autre fait qu'on n'a pas évoqué, mais c'est aussi que les grandes surfaces, aujourd'hui, si le prix de vente de l'agriculteur lui convient pas, elle peut s'approvisionner à l'étranger sans souci. Il y a eu effectivement, même si le Made in France revient un peu plus dans les rayons, il y avait cette facilité-là, hein. Vous êtes acheteur, vous avez, faut réimaginer ce que c'est. C'est votre boussole en arrivant. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les acheteurs qui sont pour autant pères de famille, qui humainement n'ont pas envie de faire les choses mal, mais ils ont des objectifs. Tu dois être moins cher que le copain d'à côté et défendre une marge. Là, c'est les deux plus mauvaises nouvelles pour un producteur. Donc quand c'est trop cher en France, on se tourne vers l'étranger. Et puis, on fait venir du bout du monde des produits dont on ne sait pas grand-chose et on annule tout le soutien à des producteurs locaux. Pour vous, c'est quoi les conséquences moi, on a quand même tordu les producteurs et le prix des producteurs. On en a perdu beaucoup, que ce soit des éleveurs ou des agriculteurs. Je lisais un article sur l'opinion récemment, notamment sur justement les pommes, les abricots. On perd énormément d'exploitants qui veulent plus faire ce métier. C'est quoi votre vision de la suite pour vous ? Le fait que les producteurs s'arrêtent, vous avez des chiffres dingues, hein. Le nombre d'exploitations qu'il y avait en 1970, ça, c'est absolument terrifiant. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience, calmement, sans alarmer tout le monde, mais d'une chose simple. Il y a des gens qui, depuis des années, nourrissent un pays en France, des agriculteurs, des gens près de chez nous, des gens avec qui on peut parler, dans une proximité qui est importante pour la transparence alimentaire, le contrôle, qu'est-ce qu'ils font, comment. C'est fabuleux d'avoir près de chez nous ces gens-là. Si on continue ainsi et qu'ils s'arrêtent tous parce que juste ils peuvent pas vivre de leur métier, hein, c'est pas parce qu'ils sont pas courageux, ils sont ultra courageux, prêts à tout faire pour essayer de nous nourrir, et puis finalement on n'achète pas leurs produits, c'est quand même, ou pas au bon prix. C'est quand même fou, quoi. Et si on ne fait pas ça, un jour on sera en train de consommer de la viande du Canada, de Nouvelle-Zélande. On ne saura absolument pas comment elle a été faite, s'il y a eu des médicaments, pas des médicaments. Ça sera tellement loin qu'on sera déconnecté de cet environnement-là. Et je vais passer à la question de l'auditeur. C'est Arnaud qui me disait, aujourd'hui, les grandes surfaces, on voit des agriculteurs partout, dans toutes les pubs. Encore en arrivant au rendez-vous ici, juste avant, à la télé, le sponsor de la météo M6, c'était une grande surface qui parlait des agriculteurs. C'est quoi ? C'est un vrai mouvement de fond et les grandes surfaces, elles ont changé leur fusil d'épaule et elles soutiennent les agriculteurs ? Ou est-ce que c'est du marketing et finalement une hypocrisie un peu générale ? Alors là, vous êtes sur une question. Et là, je suis en train de réfléchir en me disant, est-ce que tu dois vraiment dire ce que tu vas dire ? Mais je crois que le temps est venu de le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, quand on sait l'importance de la grande distribution pour les producteurs, puisqu'ils vendent énormément de produits de producteurs, il faut se réjouir du fait qu'il y ait autant d'attention pour les producteurs locaux, les producteurs français. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment dans les accords locaux. J'ai pu le voir, même si, encore une fois, on reste très très vigilant. C'est une réalité. Maintenant, il ne faut pas que ce soit du marketing. Et nous, même si on a tellement été bienveillants depuis le début et qu'on restera toujours dans cet état d'esprit-là, il y a de plus en plus de sociétés, de consommateurs qui nous disent « Est-ce que nous, consommateurs, on ne pourrait pas essayer de comprendre ce que sont ces initiatives ?» Et c'est vrai, quand on creuse un peu,
parfois, c'est pas aussi transparent que ça. On sait pas vraiment combien gagnent les producteurs. Nous, on demande, est-ce que c'est possible d'avoir les factures de lait pour pouvoir d'ailleurs en faire la pub et montrer à tout le monde que c'est transparent. Il y a des démarches où c'est pas encore le cas. Il y a des démarches où on sait pas véritablement, on sait qu'on n'a pas le nom des producteurs. Bon. Et là, je crois que côté consommateur, ça sera pas accepté, ça. Mais il faut absolument s'assurer que c'est une réalité et pas du marketing, comme vous l'avez souligné. Parfait. Et je vais passer aux questions de fin pour clôturer cette interview. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend vraiment fier, vous, de vous investir dans l'agriculture et dans le soutien des éleveurs ? C'est tellement facile de répondre à cette question. Quand vous avez un producteur que vous avez vu un jour dans une détresse totale et que vous le retrouvez après heureux, avec un sourire immense, pas de mots plus que ça, mais on comprend bien que sa vie a changé et que y a l'épouse d'un des producteurs, elle en a témoigné dans un reportage, Martine Darbon, productrice de lait, qui dit ça faisait des années que j'ai pas vu Martial avec tous ses soucis jouer avec ses petits-enfants. Et bien hier, ils ont joué au ballon ensemble. Vous êtes payé de tous les efforts avec cette simple petite phrase. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis ? Eh bien, ma foi, il y a pas mal d'occasions d'étaler sa science, mais sur un sujet qui, je sais, en plus vous est cher, le gaspillage alimentaire. C'est intéressant pour que les gens mesurent ce que peut être l'incroyable folie collective autour du gaspillage alimentaire. On a tous une part à jouer. C'est de dire, il y a 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui ne voient pas un estomac humain, qui pourraient être consommés, qui ne voient pas un estomac humain. 10 millions de tonnes par an. Mais ça suffit pas. Ce qu'il faut dire le dimanche à table, c'est, vous savez ce que ça fait 10 millions de tonnes par an ? C'est un calcul qui avait été fait en Angleterre avec le stade de Wembley. Eh bien en France, si on mettait depuis le centre de la pelouse du Stade de France les produits qu'on pourrait tout à fait consommer et qui ne le sont pas, à la fin de l'année, ils toucheraient le toit du Stade de France. Voilà la volumétrie d'une nourriture parfaitement consommable et qui ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que c'est absurde et que ça permettrait de remettre aussi en circuit des produits tout aussi bons, notamment avec des petits défauts d'aspect, et qui sont d'ailleurs vendus moins cher, parce que vu qu'ils étaient jetés, on peut les vendre moins cher. Donc il y a beaucoup d'intérêt à limiter le gaspillage alimentaire en France. Il y en a du boulot encore. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter si nos auditeurs ils ont une question sur c'est qui le patron, où c'est qu'on peut vous trouver ? Alors on a un mail qui s'appelle contact@lamarqueduconsommateur.com. N'hésitez pas. Il y a une équipe fantastique. Je vais essayer de rendre hommage à chaque fois à ces consommateurs. On est tous consommateurs, devenus sociétaires, et pour une partie, il y en a qui travaillent dans l'équipe de C'est qui le patron. Tous les jours, je me rends compte à quel point l'équipe est géniale et qu'on est un peu tous animés par les mêmes valeurs et les mêmes motivations. Il n'y a pas de décalage entre les premiers et ceux qui arrivent aujourd'hui. Et ceux-là, ils sont plus jeunes que nous. Ils répondent évidemment à toutes ces questions. Et moi, j'essaie de répondre aussi de temps en temps quand je peux, sur une question plus précise, apporter une réponse. Voilà. Donc le mail, c'est contact@lamarqueduconsommateur.com. N'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment un plaisir. Merci pour ce joli moment où on a pu parler de choses importantes. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.